Allez, c'est parti, commençons par la correction d'exercice numéro 1. Alors j'espère que votre examen s'est bien passé et que vous avez pu finalement réussir la majeure partie des questions qui étaient posées. Alors le titre de l'exo ici c'est simple et basique, rien de péjoratif, c'est juste que c'est des exos un peu standards. Hein. Voilà, qu'on peut faire en début de TD ou en début d'examen. Néanmoins, le faire en entier et tout juste, c'est vraiment une bonne chose. Alors, question 1. On nous demande ici combien de plaques minéralogiques portant un matricule de 7 caractères peut-on former si les 3 premiers caractères sont des lettres et les 4 derniers sont des chiffres. Ok, donc comment aborder la question? Moi, ce que je me dis, c'est que je vais donc choisir une première lettre. Ok? Il y a 26 lettres dans l'alphabet, j'ai donc 26 choix. Puis pour ma deuxième lettre, j'ai aussi 26 choix, etc. Pareil pour la troisième. On passe aux chiffres. J'ai donc 10 chiffres compris entre 0 et 9. Ok, j'ai donc 10 choix. Donc effectivement, quand on voit 26 fois 26 fois 26, c'est finalement qu'on a le droit de répéter les lettres. Et rien nous interdit de le faire dans l'énoncé. Donc, premier chiffre, j'ai 10 choix. Deuxième chiffre, j'ai 10 choix. Troisième chiffre, j'ai 10 choix. Et quatrième chiffre, j'ai 10 choix. Ok, donc ça me donne 26 puissance 3 fois 10 puissance 4. Ok, donc finalement, on a utilisé quoi comme principe? Sans s'en rendre compte, le principe fondamental du dénombrement. Première expérience ici, on a 26 choix. Deuxième expérience, 26 choix, etc. Et on avait dit dans le cours, si une expérience peut produire n résultats et une deuxième expérience m résultats, alors les deux expériences prises ensemble peuvent produire n fois m résultats. Et le principe étant possible pour un nombre d'expériences plus grand, bah finalement on est complètement dans le principe fondamental du dénombrement. Et on passe du coup à l'exercice 2. Ici, dans l'exercice 2, on a un cours de mathématiques qui est suivi par 6 garçons et 6 filles. Un examen a lieu, puis les étudiants sont classés selon leurs notes. On suppose, exclu que 2 étudiants obtiennent la même note. Première question, on a donc ici, exercice 2, ok, question 1, je note numéro A. Combien de classements peut-on avoir? Bah là, du coup, que ce soit des garçons ou des filles, ça nous importe peu. On les regroupe ensemble, on a donc 10 éléments, 2 façons de voir les choses. On se dit que du coup, pour le premier du classement, j'ai 10 choix qui s'offrent à moi. Puis quand j'ai pris le premier du classement, il me reste 9 choix qui s'offrent à moi pour le deuxième du classement, etc. Et on descend jusqu'à 1. On a donc ici, finalement, la permutation, le nombre de permutations de 10 éléments. Et ça nous donne 10 factoriels. Ok? Pour la question 2 de ce petit exercice, cette fois-ci, si les garçons sont classés entre eux uniquement et les filles entre elles, combien de classements globaux peut-on avoir? Alors moi, ce que je vous propose ici, c'est du coup de se faire cette petite présentation. On va donc noter ici les garçons, ici les filles, et on va se demander de combien de façons peut-on classer les garçons. Bah, c'est la même chose, il y a 6 garçons, 6 factoriels. Et pour les filles, pareil, 4 factoriels. Et on rapplique ici le principe fondamental du dénombrement, ce qui donne au total, comme réponse, 6 factoriels fois 4 factoriels. Ok? Pas besoin de calculer les résultats, c'est souvent des gros résultats. L'idée, c'est de les mettre sous cette forme, et c'est très bien. Passons maintenant à la question 3. Alors, pour le casting, ou pour la prochaine saison, pardon, de l'émission de la Villa des Cœurs Brisés, le casting a besoin de 5 hommes et de 7 femmes. Combien de groupes différents composés de 2 hommes et de 3 femmes peut-on former? Alors ici, c'est simple. Première chose, c'est que on est dans la constitution de groupe. Le classement, ici, n'a pas d'importance. Ok? Donc qu'on prenne Monsieur X ou Madame Y et Monsieur X dans cet ordre-là, ça ne change pas. Donc on met de côté les arrangements et on va privilégier du coup les combinaisons. Combien de groupes de 2 garçons parmi les 5 que je peux former? Bah, c'est simple, c'est une application directe du groupe, ça me donne 2 parmi 5. Et combien de groupes de 3 filles je peux former parmi les 7? Bah, c'est 3 parmi 7. Et on a répondu à la question numéro 1, petit a. Pour la question numéro 2 de l'exercice. Du coup, là, pour la question numéro 2, on voit le barème, on sent que la question est plus compliquée. Effectivement, il va y avoir plusieurs sous-cas à prendre en compte. Ici, on a Kevin qui a rapporté l'info à Cindy que Nabila avait dans son dos et mis l'observation que Cindy avait sûrement pris un peu de poids. Une déclaration de guerre pour Cindy, qui ne peut dès lors plus blairer Nabila. Et je la comprends très bien. Alors, on va se demander ici, finalement, on va répondre à la même question qu'à la question 1, sauf qu'on veut ici que Nabila ne soit jamais avec Cindy. Alors on va séparer en 2 sous-cas. Premier sous-cas, on va se dire,
Et on va essayer de calculer le nombre de groupes possibles de 3 femmes qu'il est possible d'avoir parmi les 7 sans faire apparaître Nabila et Cindy. Donc on note ici, groupe possible sans Nabila et Cindy. Du coup, voilà comment je raisonne. Je vais donc prendre 0 personne, ok, dans le groupe que constituent Nabila et Cindy. Donc, je veux le nombre de groupes de 0 personnes parmi 2. Ok. Puis, je veux sélectionner mes 3 filles, ok, bon, mes 3 femmes dans l'énoncé, parmi les 5 restantes. Ok. Donc ça va vous donner le nombre de groupes possibles qu'on peut obtenir sans Nabila et sans Cindy. Deuxième chose, on a le droit d'avoir des groupes avec seulement Nabila ou seulement Cindy. Donc on va se demander ici le nombre de groupes possibles, ok, avec l'une des deux seulement. Ok, on passe à la ligne. Alors du coup ici, on peut en prendre une. Donc je vais prendre une fille dans le groupe des deux. Donc ça va me donner le nombre de groupes que je peux constituer d'une fille, donc de Nabila et Cindy si j'en prends une parmi les deux. Et je veux m'assurer de prendre les 2 autres filles parmi les 5 restantes. Donc en faisant ça, finalement, j'ai bien pris en considération que je voulais ou Nabila et Cindy dans un groupe, mais seulement l'une des deux, et les 2 autres dans le groupe de filles restant, qui est au nombre de 5. Donc au total, si on veut le nombre de groupes de filles qu'il est possible de former, sans Nabila ou Cindy, ou seulement avec l'une des deux, on va donc ajouter les 2 résultats, et on a ici, du coup, 0 parmi 2 fois 3 parmi 5, plus, ok, puisque c'est un ou on a un groupe sans Nabila et Cindy, ou on a un groupe avec l'une des deux. Et je vais avoir ici 1 parmi 2 fois 2 parmi 5. Et au total, ça me donne quoi? Il y a combien de façons de prendre 0 éléments parmi 2? Ça nous en fait une. Combien de façons de prendre 3 éléments parmi 5? Ça nous en fait 10. Plus combien de façons de prendre un élément parmi 2? Ça nous en fait 2. Et combien de façons de prendre 2 éléments parmi 5? Ça nous donne 10. Ce qui fait au total 30 façons pour la sélection du groupe de filles. Il ne faut pas oublier ici le nombre de façons qu'on a de prendre les 2 hommes dans le groupe des 5. Donc les hommes n'ont pas de problème entre eux dans l'énoncé. Donc du coup, nombre de groupes de 2 hommes parmi les 5 hommes. Ok, c'est donc 2 parmi 5. Et pour répondre à la question, on a donc ici, et c'est toujours la même chose, c'est le principe fondamental du dénombrement, 30 fois 2 parmi 5. Ce qui nous donne 300 groupes possibles dans cette situation-là. Ok, on va attaquer maintenant la question 4. Alors d'abord, pour tous ceux qui auraient fait tout juste jusqu'à là, mes félicitations, c'est une belle performance. Vous pouvez être fiers de vous. Vous maîtrisez quand même pas mal de choses, en espérant que ça se poursuive avec la question 4 et la question 5. Alors, pour la question 4, une femme possède 12 crèmes, 6 crèmes de nuit, 4 crèmes de jour, une crème de soirée et une crème de matinée. Si elle tient à placer impérativement les crèmes de nuit les unes derrière les autres, de combien de manières peut-elle les ranger sur l'étagère à crème? Alors, l'idée ici, c'est que finalement, les crèmes de nuit étant obligatoirement les unes derrière les autres, on peut les considérer comme un bloc de crème de nuit, donc une crème de nuit. Donc on se demande ici de combien de façons, ok, je peux ranger sur l'étagère. Je vais noter par N les crèmes de nuit, ok, par J les crèmes de jour, donc il y en a 4, J, 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 J. Et puis j'ai la crème de soirée que je vais noter S, et puis j'ai la crème de matinée que je vais noter M. Donc en gros, on se demande ici, finalement, si on se rappelle notre cours, on est dans quelle partie du cours? Les permutations d'objets partiellement distinguables. On se demande combien de permutations distinctes je peux obtenir de ces 7 lettres. On regarde le théorème, et on avait dit du coup, au total, on a 7 lettres. Combien de n? Au total, 1, donc on divise par 1 factoriel. Combien de j au total? 4, on divise par 4 factoriel. Combien de s au total? 1, donc on divise par 1 factoriel. Puis pareil pour les m, 1 factoriel. Et on obtient au total 7 factoriel sur 4 factoriel, ce qui nous donne 7 fois 6 fois 5, ok, et ce qui nous fait 210
possibilités pour ranger les crèmes sur l'étagère. Donc en gros, voilà, par exemple, on va donner un rangement possible. Donc on va avoir J, N, J, J, S, M, J. On aura schématiquement, du coup, la crème de jour, ok, ici, la crème de nuit, mais qui est constituée des 6 blocs, mais puisqu'elle veut les coller les uns aux autres, on les a considérés comme une crème. Donc on aura N ici, N ici, N ici, un N ici, un N ici et un N ici. On a du coup la crème de soir qui arrive, la crème du matin, puis la crème de jour. Ok? Donc j'espère que c'est clair pour vous, en espérant que ceux qui ont fait tout jusqu'à là ont continué en trouvant la bonne réponse à cette question. Et on passe à la 5e et dernière question de notre exercice, et on va faire un petit peu de poker à l'ancienne. On prend 5 cartes dans un jeu de 52 cartes. Combien y a-t-il de mains différentes? Bah là c'est simple, hein, on ne va pas épiloguer. On a donc le choix de 5 cartes parmi 52. Ok, pour la question numéro 1. Et pour la question numéro 2, pardon, le petit trait ne devait pas être là. Pour la question numéro 2, on a cette fois-ci l'envie de pouvoir comptabiliser le nombre de mains avec un carré. Donc l'idée du carré, hein, c'est d'avoir 4 cartes identiques et une carte différente. De toute façon, on n'a pas le choix. Je vous rappelle que dans un jeu de cartes, vous avez 4 As, 4 2, 4 3, jusqu'à 4 3. Vous avez exactement 13 cœurs, 13 piques, 13 trèfles et 13 carreaux. D'accord? Donc ici, on voudrait quoi? On voudrait prendre, admettons qu'on s'intéresse au nombre de possibilités pour moi de faire, par exemple, un carré droit. Donc on va regarder ici, le carré droit. Donc le carré droit, c'est quoi? C'est 4 rois, donc 4 rois, et une 4 random. Donc ça peut être un As, ça peut être le 2, ça peut être le 3, etc. Voilà, jusqu'à la dame. Ok, donc si on s'intéresse par exemple à un carré droit, il faudrait quoi dès le départ? Il faudrait que je prenne les 4 rois parmi les 4 rois, et que je prenne du coup une carte parmi lesquelles parmi les 48 restantes. Ok? Le truc ici, c'est que je me suis intéressé au carré droit. J'ai combien de carrés possibles au total? J'ai le carré d'As, j'ai le carré de 2, j'ai le carré de 3, et j'ai le carré de 4, etc., 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 jusqu'au carré de dame. Donc en d'autres termes, la réponse à la question c'est quoi? On va répéter puisqu'il y a 13 symboles différents dans un jeu de cartes. 13 fois 4 parmi 4 fois une carte parmi 48. Donc du coup ici l'idée c'est que je me suis dit que là j'avais calculé le nombre de mains possibles avec un carré droit ici, et puis je me suis dit je vais faire la même chose avec un carré d'As, un carré de 2, un carré de 3, etc. Et puisque j'ai 13 niveaux de cartes différents, ça me fera finalement ce résultat-là que je vais ajouter 13 fois, ce qui me fait 13 fois ce résultat-là. Ok? Donc j'espère que vous avez bien réussi l'exercice. Du coup ici, sur cette partie-là, le barème n'apparaît plus. Le barème est indiqué au-dessus. Il y avait ici, sur cette question-là, 2,5 points, d'accord? Alors l'idée ici, c'est quand vous avez des questions à barème élevé, c'est d'essayer de disséquer la question. Si vous aviez trouvé dans cette question, par exemple, le nombre de groupes sans Nabila et Cindy, puis le nombre de groupes avec l'une des deux, et le nombre de groupes d'hommes, finalement, vous aviez à chaque fois 0,5 points. La conclusion finale, vous rapportez le 1 point. Donc vous voyez, dans ces questions-là, je sais qu'en termes de comptabilité de points, ce ne sera pas vraiment carré-carré, puisque ce n'est pas moi qui corrige vos copies. Un jour viendra, je vous proposerai de m'envoyer vos copies, et puis j'en prendrai quelques-unes aléatoirement pour les corriger, mais on n'en est pas là. Donc essayez d'être honnête à peu près par rapport à ce que vous avez fait. Voilà, si vous êtes en autocorrection, donc ne vous attribuez pas trop de points non plus, pour à peu près avoir une bonne lecture du nombre de points que vous allez avoir. On va passer du coup maintenant à l'exercice 2. Alors ici, pour l'exercice 2, on a un réseau de points. On suppose qu'en partant du point A, on peut à chaque pas soit monter d'un cran, soit aller à droite. On continue à avancer jusqu'à ce que le point B soit atteint. Combien de chemins différents peut-on prendre pour aller de A à B? Alors ici, c'est pas forcément évident. On va renoter en blanc, pardon. C'est pas forcément évident et on va essayer de réfléchir à la situation. On va prendre un chemin, n'importe lequel. Par exemple, je vais prendre ce chemin-là. Ce chemin-là, puis là, je monte ici, je vais à droite ici, je remonte ici, je vais à droite là, et je vais ici. Ok. Je vais prendre un deuxième chemin, par exemple, celui-ci, je monte ici,
je monte ici, je monte ici, je vais à droite, de toute façon là j'ai plus le choix, à droite et à droite. Alors ce que je remarque, c'est que d'abord, la première chose, c'est pas d'aller les compter, d'accord? Parce que le jour d'examen, vous pourriez avoir le même carré, sauf qu'il fait une taille beaucoup plus grosse. On va essayer de remarquer que dans les deux chemins qu'on a donnés, que ce soit les chemins rouges ou les chemins verts, à chaque fois, on a remarqué qu'il fallait monter 3 fois, donc monter 3, et à droite 4. Ok, donc dans le chemin rouge, c'est vérifié. Dans le chemin vert, c'est aussi vérifié. Donc on a 3 montées et 4 mouvements à droite. Donc on pourrait peut-être se dire, pour résoudre la question, l'idée, c'est que finalement, tous les chemins, ça pourrait être représenté par quoi? Ben, le nombre de façons dont je peux permuter les montées et les mouvements à droite. Donc au total, j'ai quoi comme combinaison possible? J'ai donc 3 montées, puis 4 mouvements à droite. Bah, on a un petit peu d'intuition maintenant, on se dit, si on était capable de calculer les permutations distinctes de ces mouvements, on répondrait à la question. Donc on répète ce qu'on avait dit, on a 7 mouvements au total. J'ai combien de montées? J'en ai 3, donc je divise par 3 factoriels, fois 4 factoriels. Et j'ai ici exactement le nombre de chemins qui me permet d'aller de A vers B. Donc vous voyez, on a une belle application de ce qu'on a appris, encore faut-il être capable de faire le lien. J'espère que certains d'entre vous auront réussi à trouver la réponse à la question, et on va passer maintenant à la question 2. Alors la question 2, c'est un peu plus compliqué, entre guillemets, parce que pour aller de A à B, on vous impose de passer par ce cercle. Alors ce que je vais faire, c'est que dans ce cercle, je vais noter une lettre, on va noter une lettre, voilà, par exemple C, et j'aimerais passer par C. Donc je vais couper le problème, et d'abord je vais m'intéresser au mouvement pour aller de A vers C. Donc c'est exactement la même chose, si vous regardez, pour aller de A vers C, il faut combien? Il faut 2 mouvements à droite et 2 montées. Donc je vais les écrire ici, 2 mouvements à droite, ok, 2 mouvements à droite, donc D, D, et 2 montées. Bah, je vais me reposer la même question, de combien de façons je peux mélanger tous ces mouvements. Et j'ai ici, au total, 4 factoriels sur 2 factoriels sur 2 factoriels. Puis, maintenant que je suis arrivé au point C, je vais me demander la même chose, quels sont les mouvements que je dois faire pour aller du point C au point B. Je regarde ma figure, je remarque que je dois aller, peu importe l'ordre, hein, mais j'irai toujours 2 fois à droite et j'irai toujours une fois en haut. Donc je vais reprendre la même chose, je dois aller 2 fois à droite et je dois monter une fois. Et je rapplique le même principe, j'ai donc combien de mélanges de ces mouvements? 3 factoriels sur 2 factoriels fois 1 factoriel. Et en gros, par principe fondamental du dénombrement, j'aurai au total 4 factoriels sur 2 factoriels fois 2 factoriels fois 3 factoriels sur 2 factoriels, 1 factoriel. On va simplifier un peu ce bazar. Ça fait 4 fois 3 fois 2 factoriels, pour celui-ci à gauche, sur 2 factoriels fois 2 factoriels. Donc ici, ça s'en va. Ça s'en va, il me reste un 2, fois 3 factoriels sur 2 factoriels, il reste 3. Ce qui me donne au total 2 fois 3 fois 3. Ça nous fait 9, ça nous fait 18 chemins possibles. Ok? Allez, on va calculer celui-là pour le kiff. Ça nous fait du coup 7 fois 6 fois 5 fois 4 factoriels sur 3 factoriels fois 4 factoriels. Donc ici, j'ai quoi? Ça s'en va. 3 factoriels, c'est égal à 6. Et j'ai donc 35 chemins au total. Ok? Donc faire une halte au point C réduit le nombre de possibilités. Bon, bah j'espère que vous avez bien compris ce petit corrigé. Et on attaque le corrigé du troisième et dernier exo du petit examen. Alors ici, l'objectif, c'est de calculer le nombre de partitions en n paires d'un ensemble à 2 n éléments. Alors l'exercice peut paraître un peu agressif au premier abord, néanmoins, je vous invite toujours à prendre l'habitude de tenter de lire même des énoncés qui vous paraissent un peu hors de portée à première vue. Parce qu'il y a toujours des points à prendre. Vous pouvez par exemple dans cet énoncé-là, très bien ne pas réussir à faire la question 1 et 2, et réutiliser la formule qui est donnée à la question 2 pour répondre à la question 3 et à la question 4. Et des fois, ça fait la différence entre le rendez-vous au mois de juillet pour le rattrapage et les grandes vacances qui commencent en juin. Donc voilà, ne vous sous-estimez pas, il y a toujours de l'information à prendre et des choses à gratter. Alors, pour cet exercice-là, j'ai abusé au niveau du temps, j'aimerais faire des vidéos un peu plus courtes pour ne pas trop vous monopoliser, pardon.
Alors, j'ai décidé d'écrire la correction directement pour gagner du temps, et on va un peu discuter de ce que j'ai écrit. Alors, regardons ce que je vous propose. Alors ici, euh, on a dans la question 1, on se demande, donc une fois qu'on vous aura rappelé la définition d'une partition ici, le petit exemple et la notation concernant la suite AN, de déterminer A1 et A2. Du coup, pour A1, on a un ensemble à deux éléments, et le nombre de partitions paires d'un ensemble à deux éléments, il n'y a que deux éléments, ça vaut 1, cohérent. Alors, pour un ensemble, du coup, on vous demande A2, donc un ensemble à 2 fois 2 éléments, un ensemble à 4 éléments. La chose que je vous propose ici, c'est d'abord de vous demander combien y a-t-il de paires contenant x1. Ok? Donc il y a finalement 3 paires contenant x1. Vous avez quoi? Vous avez x1, x2, x1, x3, x1, x4. Mais quand vous avez x1, x2, vous n'avez pas le choix pour la deuxième paire. C'est x3, x4. Quand vous avez x1, x3 pour la deuxième paire, il vous reste seulement au choix x2, x4. Donc du coup, c'est pour ça que je vous ai dit ici qu'une fois qu'on avait construit toutes les paires contenant x1, la deuxième paire pour compléter la partition était directement déterminée. Et on compte du coup pour A2 la valeur de 3. Ok, alors pour la question 2, ici on suppose que n est strictement supérieur à 1 et on considère E un ensemble à deux n éléments. Distinguer les AN partitions de E cherchées en fonction de la paire contenant x1 pour en déduire la relation entre le terme AN et le terme AN-1 suivante. Alors, de la même façon que précédemment, il y a 2n-1 façons de construire la paire avec x1. Pourquoi? Lorsque je prends x1 et que je le complète pour former ma paire, il me reste du coup ici finalement 2n-1 choix. Et il y reste alors à construire une partition d'un ensemble à 2n-2 éléments. Encore une fois, pourquoi? Lorsque maintenant j'ai constitué ma paire, j'ai enlevé deux éléments en mon ensemble à 2n éléments. En combien de paires? En n-1 paire. On a ici 2n-2 égale à 2 facteur de n-1. Donc on essaie de finalement partitionner notre nouvel ensemble à 2n-2 éléments en n-1 paire. Ce qui fait par définition de an-1 an-1 façon de le faire. Ok? On a donc la relation suivante entre an et an-1. On va passer à la question 3. En déduire que pour tout entier n strictement supérieur à 0, on a la relation suivante pour les n. Alors en général, à 99%, quand la question commence avec pour tout n, on a toujours au creux de la tête une petite récurrence. Donc je vous l'ai écrite ici. Il y a juste un petit tips que j'ai mis en bleu, mais bon, c'est largement faisable. Comme d'habitude, on vérifie au rang 1. Le rang 1 ici, c'est le premier rang accepté. On ne peut pas prendre 0, on commence à 1. A1 égale à 1, c'est ce qu'on a trouvé à la question 1. Et en réutilisant la formule qui nous est proposée ici, ça matche bien. Ok, on peut continuer notre récurrence. On fait la supposition que AN est bien égal à ce qu'on nous propose ici. Et on va tenter de démontrer que AN plus 1 suit bien la même formule. Du coup, on avait la relation ici entre AN plus 1 et AN. On a donc AN plus 1 égale à 2N plus 1 fois AN. On a juste remplacé N par N plus 1. Du coup, là, au lieu de lire 2N moins 1, on va lire du coup 2 facteurs de N plus 1 moins 1. Ok? Et du coup, on trouvera 2N plus 2 moins 1 et donc 2N plus 1 fois N. On remplace AN par notre hypothèse de récurrence, ce qui donne ça. Et ici, l'idée, c'est de multiplier en haut et en bas par 2n plus 2 et de factoriser par 2. Ok? Et une fois qu'on a factorisé par 2, on remarque du coup que an plus 1 peut s'écrire comme ça. Et par principe de récurrence, on a démontré la formule de la question 3. Ok? On passe maintenant à la question 4, c'est l'application finalement du problème. On considère 20 joueurs d'échecs. De combien de façons peut-on organiser le premier tour d'un tournoi? Alors ici, on est complètement dans ce qu'on a dit au-dessus. L'organisation du premier tour du tournoi est une partition par paire de l'ensemble des 20 joueurs. Donc, pour répondre à la question ici, ça paraît assez standard, on va réappliquer la formule qui nous a été donnée à la question numéro 3. D'accord? Et on a comme résultat, je vous l'écris ici en direct, 20 factoriel, du coup, sur 2 puissance 10 fois 10 factoriel. Alors, tapez ce nombre à la calculatrice, et vous allez voir que des fois, l'instinct n'est pas très bon dans les combinaisons, parce qu'on a un chiffre qui est démentiel. Alors, je vais vous le donner. L'ordre du chiffre, c'est 654 millions, à peu près 700 000 premiers tours différents. Vous imaginez? Si on vous avait posé la question, à peu près, de donner une estimation du nombre de premiers tours qu'on pourrait former, on serait, sans se mentir, mais ultra loin
des 654 millions de premiers tours possibles. Allez, on passe au bilan de compétences. Donc ici, sous forme de règle, vous avez la distribution des 20 points que vous pouviez prendre pendant l'examen. Et à chaque rang correspond une petite image. Alors, la première image, hein, on est entre le 0 et le 4. Là, clairement, la note n'est pas bonne. Néanmoins, je pense que la préparation n'a pas été effectuée correctement. Je suis 100% sûr que quiconque regarde cette vidéo est largement capable de mieux. Donc reprenez un peu le cours qui a été fait dans la première vidéo, refaites l'examen, et 100% sûr, vous allez au moins atterrir dans cette zone-là. Ok. Dans la deuxième zone entre 4 et 8, donc bon, la note n'est pas non plus top. Il y a eu du travail fait, clairement, un petit peu. Vous maîtrisez certains concepts, hein, vous ne partez pas de zéro. Vous avez peut-être certains réglages à faire, donc faites-les, regardez où ça pêche, pour modifier un petit peu la compréhension globale du cours, et passer du coup à un stade supérieur, celui-ci ou celui-ci, pourquoi pas. Ok, entre 8 et 11, on a du coup une préparation correcte dans l'ensemble. Vous avez peut-être manqué d'intuition sur certains exos, ça peut arriver. Reprenez un petit peu les exos un peu plus compliqués, pour regarder où ça a un petit peu pêché, peut-être sur l'exo 2. Vous n'avez pas eu l'intuition, donc c'est 5 points moins d'un coup. Donc faites un petit peu un bilan, mais je pense que on est sur quelque chose qui commence à ressembler à un élève qui a fait un peu de travail foncier pour les examens à venir. Au-dessus, entre 11 et 14, on est sur une note très acceptable, c'est bien. Je pense que avec un ou deux petits réglages, vous pouvez largement atterrir sur la zone du dessus. Et donc je vous félicite quand même et je vous invite à poursuivre. Entre 14 et 17, c'est très bien, le travail est fait. Vous n'avez pas forcément eu l'intuition pour avoir le 17-20, mais c'est très bien, vous pouvez être content de vous. Vous maîtrisez ce qu'il faut maîtriser dans le cours et peut-être que le jour de l'examen, vous aurez un peu plus d'intuition pour les dernières questions, ce que je vous souhaite. Et entre 17 et 20, bon, bah là on est au top, hein, tout est bien compris, tout est bien assimilé et on va à l'examen de façon sereine. Donc là, je vous félicite grandement. Et puis, peu importe la situation où vous êtes, hein, c'est une situation à l'instant T, c'est pas figé. Faites le travail et les réglages nécessaires pour modifier un petit peu. Et puis, je pense que tout ira bien. Je vous souhaite toute la réussite du monde et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye!